Revenons dans un contexte plus écologique et parlons maintenant du recrutement des unités motrices, c'est-à-dire de la façon dont notre système nerveux central contrôle l'activation des différentes unités motrices pour moduler l'intensité de la contraction musculaire. Donc nous allons voir que l'on peut jouer sur deux aspects pour recruter les unités motrices. D'abord sur l'aspect spatial, c'est-à-dire sur le nombre d'unités motrices recrutées au sein du muscle. Effectivement, plus on recrute un nombre important d'unités motrices, plus la force générée par le muscle sera importante. Imaginez que vous réalisiez une contraction progressive de votre quadriceps jusqu'à atteindre la tension maximale que vous êtes en mesure de développer. Eh bien, le recrutement progressif des différentes unités motrices qui composent votre muscle va se faire selon un ordre fixe qui dépend de la taille des unités motrices. En gros, sur ce type de contraction progressif, vous allez d'abord recruter les petites unités motrices, puis les unités motrices intermédiaires, et enfin les grosses unités motrices lorsque vous atteindrez des niveaux de tension proches de votre force maximale. Pour vous donner un exemple concret, en course à pied, lorsque vous marchez, vous mettez à contribution les petites unités motrices de vos quadriceps. Lorsque vous accélérez le pas, pour passer en mode footing, vous allez, en plus des petites unités motrices, recruter les unités motrices intermédiaires. Si enfin vous vous mettez à sprinter, vous allez, en plus des unités motrices lentes et intermédiaires, recruter les grosses unités motrices de vos quadriceps. Donc vous aurez compris que lorsque vous atteignez des niveaux d'intensité élevés, vous ne recrutez pas que vos grosses unités motrices. Le recrutement des grosses unités motrices implique que les unités motrices lentes et intermédiaires sont déjà activées. Ce principe de recrutement des unités motrices s'appelle le principe d'Henneman, du nom du chercheur qui a découvert les caractéristiques du recrutement spatial des unités motrices. Autre façon de moduler le niveau de contraction musculaire, c'est de jouer sur l'aspect temporel du recrutement des unités motrices. Effectivement, faire varier le nombre d'unités motrices actives n'est pas le seul moyen de régulation de la tension musculaire. On peut également moduler la fréquence de recrutement des unités motrices, c'est-à-dire la fréquence des potentiels d'action générés dans les motoneurones. Alors, comment moduler le niveau de force en jouant sur la fréquence des potentiels d'action? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un potentiel d'action, il dure environ 3 millisecondes. En revanche, les conséquences mécaniques d'un potentiel d'action sur la tension musculaire sont bien plus longues. Un potentiel d'action unique de 3 millisecondes génère effectivement une secousse musculaire qui dure entre 30 et 100 millisecondes en fonction du type de fibre recrutée. Illustrons les choses. Donc imaginons un potentiel d'action est généré dans un motoneurone, ce qui génère une twitch musculaire qui, comme vous pouvez le constater sur cette image, dure effectivement bien plus longtemps que le potentiel d'action. Maintenant, imaginez que plusieurs potentiels d'action se succèdent dans la fibre du motoneurone. Que va-t-il se passer selon vous? Imaginez effectivement qu'un deuxième potentiel d'action soit généré alors que la twitch générée par le premier potentiel d'action n'est pas terminée. Qu'est-ce que cela va produire? Eh bien, une deuxième twitch musculaire va apparaître et s'additionner à la première, comme illustré sur l'image. Ainsi, plus les potentiels d'action qui arrivent au niveau de la fibre musculaire sont rapprochés dans le temps, c'est-à-dire plus leur fréquence est élevée, plus les secousses musculaires individuelles vont s'additionner et donc permettre à la tension musculaire de croître. C'est ce que l'on appelle le phénomène de sommation des twitch. Vous avez ici un graphique avec la courbe en bleu qui représente les potentiels d'action et la courbe en rouge les réponses musculaires provoquées par ces potentiels d'action. Lorsque les potentiels d'action sont générés à des fréquences très faibles, en l'occurrence à 5 Hz ici, chaque potentiel d'action provoque une secousse musculaire simple, c'est-à-dire que la tension développée par la fibre musculaire peut revenir à des valeurs nulles, à des valeurs de repos entre chaque potentiel d'action, car les twitch individuels ne peuvent pas s'additionner. Si la fréquence de décharge des potentiels d'action augmente, à 20 Hz par exemple, les potentiels d'action sont trop rapprochés pour que la tension musculaire ne revienne à des valeurs nulles entre les potentiels d'action.
les secousses musculaires, elles se somment, et chaque secousse reste malgré tout visible. Si l'on augmente encore la fréquence, donc jusqu'à 80 Hz, la tension musculaire, elle augmente plus rapidement, mais les secousses individuelles restent visibles malgré tout. On parle alors de tétanos incomplet. Enfin, aux fréquences les plus élevées, donc à 100 Hz, c'est-à-dire 100 potentiels d'action par seconde, les secousses, elles s'additionnent plus rapidement, ce qui augmente la vitesse de montée en tension, mais également le niveau de force maximale atteint. Dans ce cas, les potentiels d'action, ils sont trop rapprochés dans le temps pour que l'on puisse distinguer les secousses individuelles. On parle alors de fusion tétanique. Voyons maintenant comment les différents types d'unités motrices se comportent face à des modifications de la fréquence des potentiels d'action. Donc, je vous rappelle que la réponse musculaire des fibres des unités motrices lentes et rapides à un potentiel d'action unique est différente, notamment avec des temps de contraction bien plus longs pour les fibres lentes. Donc, quel impact est-ce que cela a sur les réponses des différents types de fibres lorsqu'on les stimule avec des fréquences similaires? Tout d'abord, quand on compare verticalement les secousses musculaires d'une unité motrice rapide et d'une unité motrice lente, on constate bel et bien visuellement que les fibres de l'unité motrice lente ont un temps de contraction bien plus long. Donc jusque-là, rien de nouveau. Toutefois, imaginez qu'un deuxième potentiel d'action soit généré au niveau de la ligne rouge verticale. Alors, qu'est-ce qui va différencier les deux types d'unités motrices? Eh bien, dans le cas de l'unité motrice rapide, ce sera un enchaînement de secousses individuelles avec retour aux valeurs de repos entre chaque potentiel d'action, car les potentiels d'action sont trop espacés pour permettre une sommation temporelle. En revanche, pour l'unité motrice lente, qui a des temps de contraction plus importants, eh bien, les potentiels d'action, ils seront suffisamment rapprochés pour que les secousses individuelles s'additionnent et que la tension musculaire augmente. Si la fréquence de décharge augmente encore, à 20 Hz, les twitches commencent à se sommer au niveau de l'unité motrice rapide, alors qu'on atteint déjà un tétanos fusionné ou fusion tétanique pour l'unité motrice lente. En augmentant encore le taux de décharge, rien de nouveau ne se produit dans l'unité motrice lente si ce n'est que la montée en tension se fait plus rapidement, alors qu'on obtient enfin une fusion tétanique pour la grosse unité motrice. Enfin, et pour conclure sur cette diapo, le tétanos fusionné est obtenu à des fréquences plus faibles pour les unités motrices lentes, alors qu'une fréquence de stimulation plus importante est nécessaire pour les unités motrices rapides. Donc, pour résumer, pour atteindre un niveau de force sous-maximale spécifique, le système nerveux peut jouer sur deux paramètres. D'abord, sur le type et sur le nombre d'unités motrices recrutées. On parle alors de recrutement spatial. Il peut également moduler le taux de décharge des motoneurones sollicités et donc jouer sur le recrutement temporel des unités motrices. En revanche, lorsque vous réalisez une contraction d'intensité maximale, vous recrutez l'ensemble des unités motrices de votre muscle, donc recrutement spatial complet, avec une fréquence de recrutement maximale dans toutes les unités motrices. Donc recrutement temporel complet. Au-delà des aspects relatifs au recrutement, deux éléments importants sont à noter concernant les unités motrices. Les premiers, c'est que les fibres musculaires innervées par un même motoneurone, elles sont largement disséminées dans un même muscle pour harmoniser les effets mécaniques de la contraction. En effet, imaginez que les fibres des unités motrices qui sont recrutées en premier lors d'une contraction sous-maximale soient toutes situées sur une petite portion du muscle. Eh bien, lorsque vous contracterez votre muscle, seule cette petite portion s'activera et le reste de votre muscle restera au repos. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Quand vous réalisez une contraction, même faible, de votre biceps brachial par exemple, vous sentez que la globalité de votre muscle se contracte. Parce que même si vous recrutez peu d'unités motrices, celles que vous recrutez possèdent des fibres qui sont distribuées de façon harmonieuse dans votre muscle. Donc c'est ce qu'illustre cette image. Vous voyez 3 unités motrices dont les fibres sont distribuées de façon harmonieuse dans le muscle. L'autre avantage de cette organisation, c'est que
Cela diminue la probabilité qu'un muscle voit son activité perturbée en cas de lésion d'un ou de plusieurs motoneurones alpha. Notez également que nous avons en laboratoire des systèmes qui permettent d'enregistrer l'activité électrique des muscles, ce que l'on appelle l'électromyographie. L'idée, c'est de positionner des électrodes sur un muscle, des électrodes donc, qui ont la capacité d'enregistrer l'activité électrique musculaire, c'est-à-dire les potentiels d'action qui parcourent les fibres musculaires de vos unités motrices actives. C'est ce que vous voyez sur cette animation, le muscle se contracte et on voit l'activité électrique des unités motrices actives sur l'écran d'ordinateur. Passons maintenant à la notion de ratio d'innervation et à ses implications fonctionnelles. Donc, le ratio d'innervation, il représente le nombre de fibres musculaires par unité motrice, c'est-à-dire le nombre de fibres musculaires qui nervent un motoneurone. Donc, la valeur de ce rapport, elle est liée au degré de finesse et de précision des actions que permet le muscle en question. Par exemple, les muscles oculaires, qui nous permettent d'orienter nos yeux et pour lesquels il est nécessaire d'avoir un contrôle précis, possèdent en tout 20 000 fibres musculaires pour un total de 1000 unités motrices. Ce qui représente donc un rapport d'innervation de 20. En moyenne, cela signifie qu'un motoneurone au niveau de l'œil innerve 20 fibres musculaires. A l'inverse, les muscles gastrocnémiens, pour lesquels nous avons entre guillemets un contrôle beaucoup plus grossier, ils ont un rapport d'innervation de 2000. Donc le rapport d'innervation est donc faible pour les muscles qui permettent un contrôle moteur fin et augmente pour les muscles qui sont appliqués dans une motricité plus grossière.